Monsieur le Président du FASO, Your Excellence President Nana Akufo-Addo, Monsieur le Premier ministre du Niger, Premier ministre du Burkina Faso, chers invités collègues d'avant rangs et qualités, cher Thierry, bonjour, good morning. Monsieur le Président, permettez-moi d'emblée de vous dire la joie qui est la mienne de me retrouver encore une fois à Ouaga, dans votre merveilleux pays, la terre des hommes intègres que j'ai appris à connaître pendant des années. Pays que j'ai traversé plusieurs fois dans mes fonctions précédentes, de Bobo à Ouaïgouya, et j'ai toujours admiré le sens du travail, de discipline et du peuple de votre pays. Merci aussi d'avoir abrité cet événement. Je tiens aussi, Monsieur le Président, à vous dire courage. Nous, les peuples africains, admirent ce que vous faites avec vos collègues de la région du Sahel. La région du Sahel, depuis fort longtemps, faisait face au triple défi de la démographie, désertification et du développement. Je me souviens moi-même d'une visite que j'ai effectuée ici avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, le président de la Banque mondiale, la présidente de l'Union africaine, pour constater effectivement ces triples défis. Voici maintenant que cette région fait face avec courage et moyens limités à une nouvelle menace, le terrorisme. Et menace des acteurs asymétriques, apparemment bien armés, bien financés, qui ravagent cette région de l'Afrique. Pour notre continent, qui avait opéré un virage économique important depuis le début du millénaire, qui a montré une résilience face aux soubresauts de l'économie mondiale dans la crise de 2008, cette crise sécuritaire dans le Sahel, dans la Corne de l'Afrique, souvent alimentée d'ailleurs, est une vraie menace pour notre continent, auquel nous devons faire face. Pour cela, Monsieur le Président, le peuple du Burkina Faso, du Sahel, de la région, peut compter sur le soutien du peuple africain. Et vous félicite et vous encourage dans ce que vous faites avec vos collègues de cette région. Comme disait mon ami Thierry, j'ai assisté pratiquement à toutes les éditions de rebranding. Et je tiens encore à vous remercier, Thierry, pour cette initiative. Alors, les deux précédents orateurs viennent de nous dresser avec brio, avec profondeur, le sens même de notre présence. Je pourrais donc être assez bref. Alors, en dehors des initiés, l'Africain moyen pourrait se demander, nous poser la question, c'est quoi exactement l'économie verte? Surtout vu nos responsabilités très limitées dans les activités humaines qui conduit à la vulnérabilité de notre planète. Il pourrait nous poser la question, y a-t-il vraiment des opportunités? Je crois qu'aujourd'hui, les débats vont répondre aisément à cette question. Mais juste une anecdote. Pour la génération ici de la salle qui a au moins de 30 ans, il faudra toujours vous rappeler que les gens qui ont fait fortune dans les années 90, ce sont des personnes qui se trouvaient dans le domaine de téléphonie mobile. Un leapfrogging, ou un contournement, comme on dit en français, qui a permis à l'Afrique de passer au téléphonie fixe à téléphonie mobile dans un espace de 5 ans. Ce qui a permis à un jeune éleveur de Maasai ou un planteur au fin fond de n'importe qui de l'Afrique d'avoir l'accès à la communication, aux services financiers et j'en passe. Donc pendant cette journée, c'est ça la question. Pour nous, Africains, intimement liés à la nature, avec une démographie galopante, une migration interne forte, une jeunesse qui attend des réponses pour leur avenir, qui est consciente de ce qui est possible, cette Afrique avec moins de 5% de terres agricoles irriguées, juste 10% de notre potentiel hydroélectrique exploité, avec 58% des Africains qui ont accès à l'eau potable, le déficit énergétique bien connu, il n'est pas très difficile pour nous Africains d'apprécier le fait que la croissance économique
une économie durable et inclusive sont non seulement compatibles, ils sont tous les trois vitaux pour le futur de notre continent. Une économie qui engendre l'amélioration des biens êtres humains, de la justice sociale, qui nous protège contre les pénuries écologiques est indispensable, que ce soit l'agriculture, l'aquaculture, les eaux et forêts, nos océans et j'en passe. Toute chose qui protège notre biodiversité, écosystème, c'est notre avenir. Alors, comme les deux précédents orateurs ont tout dit, je vais être très bref et j'ai 4 points à partager avec vous. Mon premier point, c'est 2015. En fait, à 2015, tous les pays du monde se sont trouvés dans 3 grandes conférences. Je cite la conférence sur le ZMD à New York, la conférence sur le climat à Paris et la conférence sur le financement à Addis Abeba. Il est dit aujourd'hui que c'était la conférence la plus importante depuis 1945. Je dis bien la plus importante. Souvenez-vous, en 1945, la création de l'ONU, de la Banque mondiale, du FMI, du GATT, donc l'antécédent de l'OMC. Mais c'était la définition du monde par les gens victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'avaient pas de soucis de l'Afrique ou des pays dits alors du tiers-monde. Alors, ce n'est pas surprenant que des résultats aient été mitigés. Il y avait la bonne volonté peut-être, mais la réalité géopolitique oblige. Il fait que l'équité, la pauvreté, l'inclusion, la protection de notre planète n'étaient pas probablement leurs priorités. Alors, fast forward, comme on dit en anglais, comparaison n'est pas toujours raison, mais tout de même. Venons de 1945 à 2015. Une tentative, finalement, de définir le monde que nous voulons sur le plan social, économique et soutenabilité. Alors, pourquoi je vous dis ça, chers amis? Je dis parce que depuis 2015, le monde assiste à un phénomène assez exceptionnel. Il est aujourd'hui, dans les pays riches, élu des dirigeants, des personnes qui rejettent tout, pratiquement tout, qui a été accepté à New York et à Paris. Nous avons des dirigeants des grandes économies qui disent le changement climatique, ça ne nous concerne pas. Nous avons des dirigeants du monde qui disent, parce qu'il y a des questions de flux migratoires, l'inclusion économique, ça ne nous concerne pas. Alors, je dis ceci, puisque 2015, ce n'était pas une définition du monde victorieux, c'est une définition du monde pour tout le monde. Les pays industrialisés, les pays émergents, les pays dits en transition. Alors, je dis, ceci interpelle l'Afrique. C'est seulement 3 ans depuis 2015. Les accords qui définissent le monde que nous voulons, aujourd'hui, les dirigeants élus qui rejettent tout ce qui a été dit et fait. Alors, je voulais faire un pas en arrière. Depuis 1945 jusqu'à 2015, il y a beaucoup de choses qui sont passées. En 1973, la première crise énergétique. Encore une fois, les pays riches mettent ensemble un groupe informel qui s'appelait G7, depuis devenu G7 plus 1, et puis G8. Mais encore une fois, pour définir le monde dans les intérêts du G7 et du G8. Fast forward, comme on dit encore une fois en anglais, en 2008, nous avons cet cataclysme financier. Encore une fois, un groupe informel est mis en place qui s'appelle le G20, qui représente certes 85% de l'économie du monde, mais où l'essentiel de l'humanité est exclu. Donc, il était évident, parce que l'Afrique était absente, sauf si le plan pratiquement informel, informalisé, les vrais problèmes de ce continent n'ont pas été pris en compte. Alors, je voulais insister sur 2 points pour dire à quel point, pour l'Afrique, le choix ne se pose pas entre une économie verte et une économie soutenable et une économie inclusive. C'est notre avenir. Et cet avenir doit être défini ici, même en Afrique. Bon, mes collègues qui sont passés ici
ont exprimé les choix qui doivent être opérés. J'ai réfléchi longuement avant d'arriver ici, Monsieur le Président. Et si vous me permettez, je passe en anglais parce que c'est plus facile pour moi. J'ai pensé sérieusement à utiliser le mot de green dividend. Puisqu'avant, on appelait de demographic dividend. Donc cette Afrique, à cause de ce dynamisme démographique, qui a potentiellement une dividende, j'ai dit potentiellement une dividende, ce n'est pas acquis. L'Amérique latine a raté cette dividende parce qu'elle n'était pas préparée. L'Asie a eu cette dividende. Alors, cette dividende pour l'Afrique n'est qu'un potentiel aux alentours de 2040. Alors, je parle de green dividend dans le même sens. Rien n'est acquis. Il faut y travailler. Et je pense que dans le sens de discussion aujourd'hui, nous devons y réfléchir sérieusement. Alors, avant que je termine, je voulais vous dire que, en lisant beaucoup de documents ces temps-ci, nous sommes au rebranding, je fais une lecture de certains sur l'Afrique qui se résument dans les termes suivants. Et il y a même une publication qui est très bien connue, qui probablement que Thierry connaît très bien, je ne vais pas le citer pour ne pas créer des incidents pour vous, Thierry. Il était intitulé « L'émergence de l'Afrique existe-t-elle vraiment ?» Il n'a pas posé la question « Quelles sont les conditions de l'émergence ?» Il a dit « Est-ce que vraiment il existe ?» Pourquoi il dit cela? Il dit « La croissance est volatile. Les bienfaits de la croissance, on ne les voit pas. Il y a une nouvelle dette de la crise qui se profile. Il y a une incertitude sur la durabilité de la classe moyenne. Toutes les vraies questions. Alors, il conclut en disant ceci. Ce qui émerge ces dernières années, c'est l'émergence de l'Afrique, c'est surtout la Chine. Imaginez combien de publications que vous avez vues depuis quelques semaines qui résument la croissance africaine en relation avec la Chine. Et pourtant, je vous donne quelques chiffres. Avant que je quitte la Banque africaine, j'ai regardé le financement des infrastructures sur le continent. Donc, l'année 2015, nous étions à peu près, donc toutes mises ensemble en Afrique, autour de 5 milliards. Alors, j'aime bien regarder la répartition, qui finance quoi. Si les 64 milliards de dollars qui finançaient l'infrastructure en 2015, nos gouvernements, en fait, finançaient à 26 milliards tout seuls, les gouvernements. Donc, une grande partie du financement des infrastructures, c'est les taxes de nos citoyens. La Chine finançait 6 milliards. La Banque africaine, 4 milliards. La Banque mondiale, 3,6 milliards. Et les PPP, donc secteur privé, 2,5 milliards. Mais il y a cette vision comme quoi tout ce qui se passe sur le continent, c'est grâce à la Chine. C'est parce que grâce à la Chine, donc, il y a un surendettement du continent. On parle aujourd'hui d'une nouvelle crise de la dette. Alors, je pense qu'il y a des vraies questions, un vrai débat sur la question de la dette que nous devons avoir entre nous-mêmes. Mais cela n'a rien à voir avec les inquiétudes occidentales sur la Chine, qui est facteur de la géocompétition, une multipolarisme mal accepté. C'est deux choses différentes. Si on devrait parler de la dette, mais tout type de la dette. Ce n'est pas seulement la dette de la Chine, toute la dette pour l'Afrique. Mais j'ai même regardé les chiffres, parce que quand on regarde souvent ces publications, c'est comme quoi donc la croissance qu'a connue l'Afrique depuis 2000, qui était assez volatile, il est pratiquement terminé. Ce n'est pas vrai. D'abord, j'ai regardé avant-hier une publication de la Banque mondiale qui dit que la croissance en Afrique l'année prochaine est autour de 2,5. Je me suis permis d'exprimer une doute là-dessus. C'est vrai qu'il y a une grande variabilité régionale. C'est vrai qu'il y a une interruption brutale en 2008.
C'est vrai que la croissance est souvent mal partagée. Mais je fais une lecture, quand je vois les pays comme le Ghana, Mr. President, I don't buy the view that in this region, or in the region of East Africa, that if you exclude some of the large economies, our growth will be at 2.4, as the World Bank says. My reading is that there will be a large variability. Some countries will be even doing above 7% for quite some time, including yours, Mr. President, your neighbor, the Ivory Coast, Burkina Faso, and many others. So we have to ask the question, what is it we should do to accelerate, to consolidate that growth? And one way of doing it is provide responses to this question of sustainability, inclusion, and ensuring that everybody benefits. So let me just conclude to say that in 2015, we defined the kind of world we want. Everything is there: sustainable development, inclusive development, ecological protection. But I've just cautioned you that since then, the world has moved back. Populists are being elected. Migration is blamed on poor countries. No one ever tells you that less than 3% of migrants in Europe come from Africa. Less than 3%. The majority of immigrants in Africa are within the African continent. It's a small proportion which ends up in Europe. But populists are being elected on an assumption that we have to do something to keep these Africans away. There are even nowadays something quite interesting which is developing around that we need to find a way of helping Africans finance their development so they can stay in their countries. There was a time, Mr. President, if you remember, in the 1980s, aid was given to African countries on the criteria of the Cold War. You're a friend of the West, you got support. No one cared about democracy, human rights, that kind of stuff. The world was binary. We moved on to the world where aid was distributed on the basis of humanitarian considerations, disease burden, and so on. We moved on to a phase where it was distributed on the basis of security considerations. And now it is increasingly migration consideration, which means that the agreement we have in 2015 about the world is our common planet has moved on. So I conclude by saying the responsibility is ours. We cannot simply say our responsibility in global warming is limited, and therefore our responsibility is lower. It is differentiated, but it is the same. So I want to end by thanking you for inviting me. Merci, Monsieur le Président, pour l'invitation. Et comme je dis, merci au peuple de Burkina Faso pour encore l'accueil chaleureux. Et bonne chance à cette conférence. Merci.